Disons-nous une chose, et je veux qu'on m'entende. Personne ne paiera jamais cette dette. Il est donc temps... Ah, on ne la remboursera pas. Elle ne sera jamais remboursée, elle ne l'est pas. Bon, alors, est-ce que cette affirmation de Jean-Luc Mélenchon est vraie? La dette publique doit-elle être remboursée? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Alors, avant tout, il faut comprendre comment fonctionne la dette publique. En fait, chaque année, l'Assemblée nationale vote un budget, et dans ce budget, on a différentes informations qui sont inscrites, dont les recettes de l'État, ses dépenses, et la différence entre les deux s'appelle le solde budgétaire. Si ce solde budgétaire est positif, on parle d'une situation d'excédent budgétaire. Et si le solde est négatif, eh bien nous sommes en déficit budgétaire. En cas d'excédent budgétaire, l'État a donc l'argent qu'il peut utiliser pour rembourser une partie de sa dette, par exemple. Dans le cas d'une situation de déficit, l'État est obligé d'emprunter pour compenser l'argent qui lui manque. Bon, ok, ça c'est compris. Mais s'inscrit où la dette dans ce processus? Ah, voilà une excellente question. On y vient, on y vient. Donc maintenant, je vais ajouter deux catégories. La dette et les intérêts de la dette. La dette, c'est le montant que vous avez emprunté et que vous devez généralement rembourser. Par exemple, je demande à Monsieur X de me prêter 2 euros, que je lui rendrai plus tard. Or, bien entendu, Monsieur X ne refuse pas de me les prêter, mais attend une contrepartie. Bah oui, ces 2 euros, il aurait pu s'en servir pour autre chose. Et puis c'est plus intéressant d'avoir 2 euros maintenant que dans 10 ans. Mais ça, on en reparlera peut-être une prochaine fois. En tout cas, Monsieur X attend une contrepartie à ce prêt. Cette contrepartie, c'est ce qu'on appelle les intérêts. En fait, c'est un pourcentage qu'on donne à une échéance précise jusqu'au remboursement de la dette. Par exemple, Monsieur X exige que les 2 euros soient remboursés au maximum dans 5 ans et demande en attendant 1% de cette somme tous les ans. C'est 1%, donc 2 centimes, ce sont les intérêts de la dette à payer tous les ans. Pour un État, ça fonctionne à peu près pareil. Chaque année, ceux qui nous ont prêté de l'argent demandent le paiement de leurs intérêts. Cette somme qu'on doit mobiliser, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Et cette charge de la dette est donc un des postes de dépenses de l'État. Oulala, ça devient un peu compliqué. Ok, pas de problème. Prenons un exemple simple. Nous sommes dans une situation où nous avons 100 de dette, des intérêts de 10% et des recettes de 20, et des dépenses hors charge de la dette de 10. De plus, nous sommes tenus de rembourser chaque année notre dette. Chaque année? Eh oui, chaque année. Mais vous allez voir, c'est très facile. Donc, bien évidemment, 10% de 100, ça fait 10. Nos intérêts sont donc de 10. Et la charge de la dette est donc de 10. Recettes moins dépenses moins charge. 20 moins 10 moins 10. On a donc un total nul. Félicitations, nous sommes en situation dite d'équilibre budgétaire. Nous n'avons donc rien à emprunter en plus. Oui, mais on doit rembourser la dette, puisque l'échéance est de 1 an. Effectivement, pour ça, rien de plus simple. On emprunte cette somme équivalente à notre dette. Ici, 100. Cette somme empruntée va nous permettre de rembourser notre dette. On a donc contracté de la dette pour rembourser notre dette. L'année d'après, on est à nouveau dans la même situation. 10% de 100, ça fait 10. Nos intérêts sont donc de 10, et donc la charge de la dette est de 10. Recettes moins dépenses moins charge égale 0. On emprunte alors 100 pour rembourser notre dette. La troisième année, on réitère le processus. La quatrième année aussi. Enfin bon, vous l'avez compris, on réitère le processus indéfiniment. Parce que c'est ça la magie d'un État, il est immortel. Vous et moi allons disparaître, mais l'État nous survivra. Quand vous empruntez de l'argent, on attend de vous à ce que vous soyez capable de rembourser cet argent et que vous ne mouriez pas avant de pouvoir le faire. Mais l'État, lui, ne meurt jamais. Il n'a pas cette contrainte. La France a connu vos grands-parents, vos parents, vous, mais connaîtra aussi vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc, si je comprends bien, l'État peut emprunter indéfiniment sa dette pour la rembourser. Il n'a donc pas, à proprement parler, à la rembourser. Comme le dit Mélenchon d'ailleurs. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Déjà, tout dépend de ce que l'on met derrière le mot « rembourser ». Comme on l'a vu, l'État emprunte régulièrement en vue de rembourser sa dette.
Alors oui, l'État emprunte sa dette pour la rembourser, ce qui de facto ne change fondamentalement pas grand-chose, puisque sa dette n'a pas bougé. En tout cas, dans le cadre d'une situation dite d'équilibre budgétaire. Mais l'État doit être en capacité d'emprunter. Si l'État ne peut pas emprunter, il est contraint de payer sa dette. Autrement, il est obligé de déclarer faillite. Déclarer faillite, c'est possible pour un État? Eh bien oui, et c'est même déjà arrivé par le passé. En 1797, la dette a atteint 80% de la richesse nationale. Dominique Vincent Ramel, dit Ramel Nogaret, ministre des Finances de l'époque, déclara alors l'effacement des 2/3 de la dette publique. Pouf, comme ça, comme par magie. Mais malheureusement, plus de la magie noire qu'autre chose. Car cette simple mesure fit perdre la confiance des investisseurs qui refusèrent de prêter à la France, voyant qu'on s'asseyait sur leurs prêts. La faillite des 2/3, comme on la surnomme, obligea ce cher Vincent Dominique à créer un impôt sur les portes et les fenêtres. Ah, la belle idée d'impôt. Posséder une porte et une fenêtre, c'était donc risquer de payer plus. En gros, vous aviez le choix entre être enfermé chez vous dans le noir ou payer plus d'impôts. Plutôt simple à l'époque. Ok, mais on n'est pas dans une situation de faillite. On peut donc dire que la dette actuelle n'est pas vraiment à payer, dans le sens où on n'a pas besoin de créer un niveau de richesse équivalent à notre dette pour s'en acquitter. On peut se contenter d'emprunter. Ah, mais c'est très différent comme postulat. Ce n'est pas la dette n'est pas à rembourser. Déjà, comme on l'a vu, on rembourse la dette en s'endettant. Ensuite, on parle bien de la dette actuelle et dans la situation actuelle. Rien n'exclut que nous atteignions un niveau de dette tel que nous soyons obligés de déclarer faillite, ou que ceux qui nous prêtent changent de position parce qu'ils auraient assaini leurs finances et voudraient récupérer leur argent, ou seraient dans une mauvaise situation et voudraient récupérer leur argent. C'est pour ça que maîtriser ses dépenses est important. Pour le comprendre, rien de plus simple. On reprend l'exemple de tout à l'heure. On a donc 100 de dette, 10% d'intérêt, 10 de dépenses hors charge, et sur ce coup-ci, 10 de recettes. On a donc un solde de 10 moins 10 moins 10 égale moins 10. Nous sommes donc ici en situation de déficit budgétaire. Nous empruntons donc notre dette afin de la rembourser, mais aussi les 10 de déficit que nous devons compenser. L'année d'après, on recommence, mais avec 110 de dette sur ce coup-ci. Par conséquent, la charge de la dette est 10% de 110 égale 11, donc le solde est de 10 moins 10 moins 11 égale moins 11. On doit donc emprunter 110 plus 11 égale 121. Et alors là, qu'est-ce que vous constatez? Le déficit a fait augmenter la dette, qui a fait à son tour augmenter la charge de la dette, qui a à son tour fait augmenter le déficit, etc., etc. C'est un cercle vicieux. Et ne parlons même pas du fait que les taux d'intérêt devraient augmenter si vous avez du mal à gérer votre dette. Bah oui, qui dit mauvais élève, dit moins d'avantages. Les investisseurs veulent avoir confiance en votre capacité à rembourser. Bah oui, mais je ne comprends pas, les investisseurs vont pas revoir la couleur de leur argent, puisqu'ils nous en donnent chaque année pour qu'on rembourse ce qu'on leur doit. En soi, il a un peu raison, Mélenchon. La dette, on la remboursera jamais, puisqu'il nous suffit de demander le fric qu'on doit rembourser. Pourquoi je bosse d'ailleurs, et pourquoi je paye des impôts à ce moment-là? Ah, vous touchez au cœur du problème. Un problème qu'on peut d'ailleurs résoudre assez facilement par la logique. Pour ça, il faut que vous compreniez le principe du raisonnement par l'absurde. Pour faire simple, dans un raisonnement par l'absurde, on part d'un postulat, qu'on imagine être vrai. Enfin, qu'on suppose, être quelque chose de faux, mais dans ce cas-là, on va le supposer vrai. Tout l'enjeu va être de montrer que si on suppose ce postulat vrai et qu'on aboutit à une contradiction, alors cela signifie que ce postulat est tout bonnement faux. Prenons un exemple. Je suppose que 0 possède un inverse. Ça veut dire que 1 sur 0 existe. Si c'est le cas, on a donc 0 fois 1 sur 0 égale 1. Or, vous n'êtes pas sans savoir que tout nombre multiplié par 0 donne 0. Donc, ça veut dire qu'au final, on a 0 égale 1. Ce qui est tout bonnement impossible. Donc, le postulat de départ est faux. 0 ne possède pas d'inverse. Ici, on va tenter de faire la même chose, mais avec le postulat de départ suivant. La dette ne doit pas être remboursée, au sens que je n'ai jamais à rendre l'argent que j'emprunte. Alors, qu'est-ce que cela implique? Naturellement, si vous me dites que je n'ai pas remboursé, la première chose que je me dis c'est du coup, je prends un maximum d'argent, vu que j'aurai jamais à le rendre.
Donc je peux m'endetter de 10 000, 100 000, 1 million, et puis pourquoi pas une infinité d'euros. J'aurais jamais à les rembourser de toute façon. Donc l'État, tranquille, se fixe un petit salaire d'une infinité d'euros. Merveilleux, plus besoin de se soucier de financer les services publics, d'imposer les citoyens, ou même de les faire travailler, puisqu'on peut leur filer ce salaire infini. Et puis, ils peuvent tout s'acheter. Et là, vous commencez à comprendre. On peut tout s'acheter, donc plus de propriété privée, mais surtout, plus besoin de travailler, donc plus besoin de produire de richesse. Donc l'argent ne vaut plus rien. Mais on emprunte quoi alors? Eh bien, on emprunte quelque chose qui ne vaut rien. On emprunte une infinité de valeurs nulles, du vide. Donc on paye les gens avec du vent. Mais dans un sens, l'argent n'a pas vraiment de valeur. Ce n'est qu'un bout de papier. Il n'a de valeur que ce qu'on lui donne, que ce que le système lui donne. Cependant, comme vous venez de le constater, dans un système capitaliste, on ne peut pas envisager le remboursement. Penser qu'on peut emprunter à l'infini est un problème, car notre monnaie ne vaut alors plus rien. Personne n'en veut, puisque tout le monde peut en avoir et qu'elle est infinie. Donc, dire qu'on ne remboursera pas la dette, ça n'a fondamentalement pas beaucoup de sens. Oui, ok, mais tu chipotes un peu. Ce que tu montres, c'est qu'on ne peut pas s'endetter à l'infini et qu'arrive un stade où l'endettement nous oblige à vraiment rembourser. Comprendre, ne plus pouvoir emprunter pour rembourser. Mais avant ce stade, la dette n'a pas à être payée. Oui, très bonne remarque, mais il est où ce fameux stade? Où se trouve cette limite dont on parle? Je ne suis pas sûr que quelqu'un le sache. D'ailleurs, rien ne vous dit qu'elle est absolue et qu'elle ne varie pas dans le temps et l'espace. Si on reprend le cas de la crise des 2 tiers, on était à 80% de la dette par rapport au PIB. Aujourd'hui, la France a une dette d'environ 120% de son PIB. Et pourtant, nous sommes loin d'être en situation de faillite. Aussi, il faut bien avoir à l'idée que bien maîtriser ses dépenses publiques permet de se permettre des largesses dans les moments de crise. Un peu comme l'Allemagne par exemple dans la crise du coronavirus. Naturellement, si je suis un bon élève, j'aurai les moyens d'emprunter plus lorsque la situation le requiert. Au contraire d'un mauvais élève qui, déjà en mauvaise posture, aura du mal à se défendre correctement lorsque la situation le nécessitera. Mais oui, effectivement, tout l'enjeu est de déterminer où se trouve cette fameuse frontière. En fait, il faut imaginer la dette comme une baignoire. Je fais couler de l'argent dans le réservoir de la dette, à des moments je vide la baignoire et je la remplis de nouveau. Parfois, je suis obligé d'emprunter plus, et donc d'augmenter le volume dans la baignoire. Mais arrive un moment où, si le robinet coule trop, la baignoire finit par déborder. Et c'est cette situation dont il faut se prémunir. Donc dire on ne rembourse pas la dette dans un monde sans crise et avec un équilibre budgétaire, oui. Mais autrement, il faut garder une certaine marge pour ne pas faire déborder la baignoire en situation de crise. Et puis, encore faut-il avoir un excédent ou un équilibre budgétaire. Le problème, comme on l'a vu précédemment, c'est que si je suis en déficit, alors je suis obligé d'emprunter plus de dettes, et donc j'augmente mes intérêts. Intérêts qui par la suite augmentent la valeur de mon déficit, qui augmente la valeur de la dette empruntée. Et ainsi de suite. Cela revient donc à faire couler le robinet indéfiniment, jusqu'au jour où la baignoire finit par déborder. Il faut aussi comprendre que, dans un monde où les États empruntent de l'argent entre eux, dire aux bons élèves « je ne vous rembourserai pas », ça ne leur donne pas envie de vous prêter. Naturellement, si le pays A n'a que 10 de dette envers B et que B a 90 de dette envers A, alors A acceptera difficilement un non-remboursement de la dette de B, voire son annulation. Et donc, vous en conviendrez, déclencher une crise internationale n'est peut-être pas la priorité de la France. En somme, dire qu'on ne remboursera pas la dette, ça a autant de sens que dire qu'on arrête de travailler. Peut-être qu'au premier abord, ça paraît cool, mais ça relève plus de l'utopie qu'autre chose. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai saisi l'occasion de voir Mélenchon en parler pour aborder enfin le sujet de la dette et de son remboursement. Bien entendu, nous ne sommes pas allés dans le détail, on a simplifié au maximum pour que ça reste compréhensible. Par exemple, j'imagine que vous l'aurez compris, mais l'ensemble de la dette n'a pas à être emprunté pour être remboursé. Parfois, je ne dois rembourser qu'une partie de ma dette parce que l'autre partie sera remboursée dans plusieurs années. La partie à rembourser avec les intérêts constitue d'ailleurs ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette est donc un des postes de dépenses, pas seulement les intérêts. On aurait aussi pu imaginer une situation où les taux d'intérêt baissent drastiquement sur le marché, où il devient donc intéressant d'emprunter une partie de notre dette pour lui substituer un taux d'intérêt plus intéressant. En gros, j'avais une dette au taux de 7% et j'essaie de l'emprunter au taux de 1% pour rembourser l'ancienne et avoir désormais une dette équivalente au taux de 1%. Quoique j'imagine que ça doit être quand même un peu plus complexe que ça. Enfin bref, j'estime que c'est un sujet qui doit être abordé parce que souvent mal maîtrisé par beaucoup de monde, et je pense que, en toute sincérité,
Il n'est pas nécessaire d'avoir fait un bac+8 pour comprendre les bases dans le domaine. Pardon, je fais un cours d'économie basique Pardon, je m'en excuse, mais on est obligé de le rappeler. N'hésitez bien entendu pas à liker, commenter et vous abonner. La chaîne démarre à peine et donc chaque petit geste est susceptible de lui donner plus de visibilité et m'encourage à persévérer. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis, chaque critique est bonne à prendre à partir du moment où elle est argumentée et exprimée avec courtoisie. Sur ce, à la prochaine les amis, sur Acropole.